Donc, comme vous le savez, les lois sont de plus en plus complexes et changent constamment. C'est pourquoi notre équipe, composée de Pascal, Frédéric et moi-même, Émilie, ont pour mandat aujourd'hui de vous fournir des recommandations qui vont vous permettre de réduire ou de reporter vos impacts fiscaux tout en respectant les dispositions législatives. Le plan de relation, c'est très simple. Nous allons diviser les sections en 3 sections principales. La première étant la vente de votre entreprise présentement. Nous passons ensuite à votre plan de retraite et l'entreprise que vous voulez créer ensuite. Et nous finissons par votre entreprise que vous avez actuellement, ainsi que l'impôt à payer. Pour vous, M. Larue, vous avez 63 ans. La retraite approche. Saviane Inc., vous avez reçu 2 offres d'achat et ensuite votre fin d'année est au 31 janvier. Donc, débutons dans le vif du sujet, soit la vente de votre entreprise. Vous allez demander de vous énumérer les avantages et les inconvénients des deux possibilités. Donc, voici, commençons avec la vente d'actifs. Premièrement, la vente d'actifs, l'impôt se passe à l'intérieur de la société. C'est la société qui va payer l'impôt sur les dispositions. Là, il y a une continuité de l'entreprise vous pouvez garder la coquille de l'entreprise, même si les actifs sont vendus, vous pouvez faire une autre utilité à cette entreprise-là, soit devenir une société de gestion, par exemple. Il y a aussi la conservation des pertes que vous avez accumulées au fil des années. Puis, il y a un prix de vente supérieur lors de la vente d'actifs, puisqu'il y a des impôts à payer là-dessus. Pour les actions, l'impôt est payé dans les mains de l'actionnaire, puisque c'est vous, l'actionnaire, qui va vendre vos actions. Ça coupe définitivement les liens avec l'entreprise, donc pour tout ce qui est du passé et des vices cachés un peu, vous n'aurez plus à faire avec ça. Puis il n'y a pas de taxe aussi à la consommation. Il faut savoir aussi, il y a quand même un choix qu'on peut faire quand on vend la majorité des actifs. On peut faire un choix entre l'acheteur et le vendeur pour qu'il n'y ait pas de taxe également. Puis le prix de vente est inférieur. Pour la vente d'actifs, on a calculé de l'impôt à payer dans la société, comme j'expliquais, d'environ 300 000 $. Pour le seul à distribuer, on a inclus le produit de disposition, puis l'encaisse, puis ça donne un montant à distribuer d'environ 3,3 millions. Par la suite, on a calculé l'impôt à payer sur l'actionnaire, l'impôt à payer de l'actionnaire, puis ça donnait un solde après impôt sur les dividendes, dans le fond, qu'on vous aurait versé. Ça donne un solde après impôt de 2,2 millions. Pour la répartition des actifs, on l'a ajouté en annexe. Par contre, on ne l'a pas mis dans la présentation. Puis, c'est juste pour savoir, pour la répartition du prix de vente, vu qu'il y a une disposition d'un bien et d'un terrain dans la même année, il y a une application d'un article qui dit que lorsqu'il y a un gain sur un terrain puis une perte finale sur un bien amortissable sur la bâtisse, dans le fond, il faut réduire les produits de disposition jusqu'à concurrence de la perte finale. Dans le fond, on ne peut pas avoir la perte finale sur la bâtisse, donc on a fait la répartition en conséquence. Aussi, pour le choix de l'article 22, concernant les comptes clients, justement, quand on vend les comptes clients, on peut faire un choix avec le vendeur et l'acheteur, à savoir si ça va être considéré comme une perte d'entreprise ou une perte en capital. Donc, ça serait à valider selon vos intérêts, lequel des deux vous voudriez prioriser. En ce qui concerne la vente d'actions, vous avez eu une offre d'un produit de disposition à 3,8 millions de $. En ajustant le PBR et le gain en capital, qui donne un gain en capital de un gain en capital de 3,82 millions de $, ce qui donne un gain en capital imposable à la fin de 1,910. Et ensuite, pour calculer les impôts, on paierait 26,65 % et donc un impôt à payer de 393 000 et un montant aussi disponible après impôt de 3,4 millions de $. On recommande aussi la vente de l'action puisqu'on a un solde après impôt plus haut et il y aura aussi une vérification diligente et on n'est pas exposé à un haut risque de poursuite judiciaire puisque l'entreprise est bien gérée. Bien sûr, avant de procéder à la vente d'actions de votre entreprise, nous aimerions faire une réorganisation de votre entreprise afin de bénéficier de tous les impacts fiscaux avantageux pour vous. En fait, lorsqu'on vend des actions, on peut être admissible à une déduction pour gain en capital. Le gain en capital réalisé lors de la vente d'actions, vous pouvez utiliser une déduction d'un équivalent de 866 000 $ par personne. Vous n'aviez jamais utilisé ça. Donc, vous pourriez l'utiliser si vous respectez les critères. Les critères étant, les actions que vous vendez doivent être des actions admissibles de petites entreprises.
Il y a 3 critères importants, c'est-à-dire que votre entreprise doit être une société privée sous contrôle canadien et les actions que vous vendez, vous devez les avoir détenues durant 24 mois. Durant ce 24 mois, vous devez avoir 50% ou plus de vos actions qui ont été utilisées activement dans l'entreprise. Et au moment de la vente, ce chiffre correspond à 90% de vos actions qui devaient être utilisées activement dans l'entreprise. Nous avons fait les calculs et nous avons vu que présentement, ce taux est de 77%. Donc, vous ne respectez pas les critères pour être admissible. Il faudrait, avant de procéder à la vente, faire une réorganisation, en fait, enlever les actifs qui ne sont pas utilisés activement dans l'entreprise afin de respecter le critère. Donc, pour ce faire, on vous propose de faire une purification par le transfert d'actifs sans impact fiscal. Dans le fond, il y a un placement dans l'entreprise qui est un placement qui est pour vos bénéfices plus personnels. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de créer une société de gestion. Le but de la réorganisation-là, c'est de créer une participation croisée entre les deux sociétés pour transférer le placement sans impact fiscal par la méthode du roulement. Donc, la première étape, ça va être de créer une gestion que vous allez actionnaire, ça va vous coûter peut-être 100 $ pour émettre des actions. Par la suite, on va vendre une partie des actions de Zavia Inc., qu'on va appeler LOPCO. On vend une partie des actions à GESCO, qu'on va créer, pour le pourcentage des actions qui va être établi à la juste valeur de l'actif qu'on veut transférer, soit 625 000 $. Et là, on va mettre en contrepartie des actions privilégiées pour la même valeur. Par la suite, on va procéder à un transfert du placement par la méthode du roulement, comme je mentionnais, sans impact fiscal. Encore là, on va faire une contrepartie en actions. Ça va donner une détention croisée, puis on va procéder au rachat de ces actions-là dans chacune des entreprises respectives, puis on va émettre des billets à payer en contrepartie. Puis ce qui arrive, c'est des billets à payer, on peut avoir une compensation des billets, ce qui a pour effet de, en d'autres mots, annuler les billets. Donc, ce que ça va donner comme situation finale, vous allez avoir votre OPCO qui va respecter les critères pour avoir la DGC. Vous allez avoir une GESCO qui va détenir vos placements de 625 000 et tout ça séparément et sans impact fiscal. Donc, c'est très avantageux. Par la suite, comme on vous le montre, le test de détention après la réorg, il y a un taux, même s'il y a l'avance qui est non utilisée activement, on a un taux de 97% utilisé activement, donc on respecte amplement les critères. En ce qui concerne votre projet de retraite, vous aviez 2 choix concernant votre entreprise. Un est une entreprise individuelle et l'autre est une société incorporée. En ce qui concerne une entreprise individuelle, il y a certains avantages et inconvénients. Il y a une seule déclaration d'impôt, les biens sont confondus entre la personne et l'entreprise. Le taux d'imposition des particuliers est exigible sur ces entreprises. Aussi, il n'y a pas de report d'impôt puisqu'une incorporée, on peut reporter l'impôt dans le futur. Les coûts d'incorporation et les frais administratifs sont moindres. Aussi, il y a une perte contre les revenus personnels, qu'on peut déduire selon les revenus personnels. Tandis qu'une société incorporée, c'est une déclaration distincte. Les biens sont détenus par la société, donc les actifs sont protégés des créanciers, à moindre d'une garantie demandée par la banque. Le taux d'imposition des sociétés est moindre, donc c'est plus avantageux. Il y a aussi une déduction pour petites entreprises possible si vous respectez les critères. Aussi, les coûts et les frais administratifs sont plus élevés, coûts d'incorporation, frais comptables et autres. Donc, on recommanderait, dépendant de vos besoins, c'est vraiment pour vous. Donc, si vous vouliez votre revenu, tout dépend de votre revenu et de combien vous avez pour vivre. Et donc, si vous faites plus que ce que vous avez pour vivre, on vous conseille de vous incorporer, tandis que sinon, on vous conseille une entreprise individuelle. En ce qui concerne, vous avez aussi des questions concernant l'achat de biens pour votre nouvelle entreprise. Vous aviez aussi fait le choix, dans 2 ans, d'acheter des frais de bureau. Pour la DPA, c'est une catégorie 8. C'est des biens incitatifs à l'investissement accéléré. Donc, on peut prendre une bonification de la DPA. Donc, 10 000 et fois un demi-taux pour la DPA, fois 3, ce qui nous donne 3 000. Et ensuite, après 3 ans, vous aurez une fraction non amortie du coût en capital, donc le coût moins l'amortissement fiscal cumulé de 5 600. Tandis que pour la catégorie 53, des frais de fabrication et transformation, vous auriez
dans la possibilité d'avoir une DPA bonifiée dès la première année. Par contre, on ne vous suggère pas ça puisque si vous avez des plans de vendre l'actif, vous auriez une reprise d'amortissement, pardonnez-moi, du montant, tout dépendant de la vente, là, du montant, donc il faudrait s'imposer sur ce montant-là. Du côté de votre nouvelle entreprise, vous nous avez mentionné que vous pensiez en fait à louer une partie de votre maison à votre entreprise. Donc, on peut voir ici, si vous avez une entreprise individuelle, le fait de louer une partie de votre maison à votre entreprise individuelle revient comme un peu à rien, en fait, parce que la déclaration d'une entreprise individuelle se fait avec votre déclaration personnelle. Donc, c'est comme si vous alliez faire un revenu de location de 3 000 et vous allez demander une dépense de location de 3 000 L'un et l'autre vont s'annuler dans votre déclaration, donc c'est inutile. Au niveau de la Inc, par contre, si vous décidez de vous incorporer, permettre un loyer permet de faire une déduction au sein de votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir déduire vos frais de loyer dans l'entreprise. Par contre, si vous faites un loyer, c'est que votre maison, au moment où est-ce que vous allez vendre votre maison, on a au niveau officiel ce qu'on appelle une exemption pour résidence principale. Si vous louez une partie de votre maison, la maison n'est pas utilisée en totalité à vous-même et elle sert à des fins de commerce. Donc, elle ne sera plus admissible à l'exonération pour résidence principale avec le gain en capital. Donc, nous, ce qu'on vous suggère vraiment, c'est une déduction des frais de bureau à domicile à la place. C'est que vous allez prendre un pourcentage, en fait, s'il y a une pièce qui est utilisée exclusivement à votre entreprise dans votre maison, on va prendre le pourcentage de la superficie de cette pièce-là dans votre maison. Donc, prendre un pourcentage de toutes vos dépenses de maison, telles l'hypothèque, les frais de chauffage, les frais d'électricité, même l'assurance. Donc, vous pourrez déduire au niveau personnel ou au niveau Inc. les frais d'utilisation de votre maison à titre d'entreprise. Donc, aussi, vous le mentionnez pour le fractionnement de revenus avec votre conjointe. Avec une entreprise individuelle, il n'y a pas de fractionnement de revenus qui est possible, sauf les revenus de retraite. Les revenus de retraite, ça comprend les rentes de régime enregistrées comme le REER ou des rentes viagères ou du RPE. Ça n'inclut pas la prestation de sécurité de vieillesse ou le supplément de revenu garanti ou la rente du Québec. Au fédéral, le fractionnement de revenus il est possible dès qu'il y a du revenu de retraite. Par contre, au Québec, ça doit atteindre l'âge de 65 ans ou plus. Pour la société incorporée, le fractionnement il est possible. Si la conjointe est actionnaire, il est possible de verser des dividendes, mais il faut faire attention pour pas que l'impôt sur le revenu fractionné s'applique. Si la conjointe n'est pas actionnaire, là, ça ne serait pas possible justement de verser des dividendes, mais si elle participe dans l'entreprise, ça serait possible d'y verser un salaire selon son rendement, le travail qu'elle fait dans l'entreprise. En ce qui concerne Zabienne Inc., vous nous avez demandé de faire l'ajustement d'impôt. Voici l'ajustement d'impôt, les frais de repas 50%, les honoraires sont non déductibles de 5 500 puisque c'est une avance à l'actionnaire, c'est entre votre voisin et vous. L'entretien, vous aviez mentionné aussi que vous aviez acheté un bien et vous l'avez passé, un actif, et vous l'avez passé à la dépense, ce qui n'est pas bon. Aussi, les salaires non déductibles, car il y a un critère de raisonnabilité, puisque votre neveu fait uniquement 2 jours par mois. 15 000 $ pour 24 jours de travail n'est pas raisonnable. Ensuite, l'assurance vie, c'est le montant qui est déductible, c'est le montant de l'emprunt sur le produit d'assurance vie. Donc, l'emprunt est à 500 000 $ sur 1 million de produits d'assurance vie, donc la moitié déductible. Aussi, la provision pour mauvaise créance n'est pas déductible puisqu'il faut faire compte par compte et non pour un pourcentage des ventes. Ensuite, ce qui nous donne un bénéfice net fiscal de 244 232 $. Aussi, le téléphone est déductible, mais il va être imposable dans les mains des directeurs. Donc, il faudra prélever les DAS. Et donc, vous aurez peut-être des frais qui vont s'appliquer d'intérêt et de pénalité. Ensuite, pour les fenêtres, vu que c'est un remplacement, ce n'est pas compté comme capitalisable et donc ça peut passer à dépense. Aussi, vous avez jusqu'au 31 juillet pour produire votre déclaration. La date de paiement d'impôt est de 3 mois après la date de fin d'exercice. Aussi, vous aurez un bénéfice net de 179 266 après impôt d'environ 65 000 $. Aussi, vous avez des questions pour les taxes à la consommation.
Donc, il y a une inscription obligatoire, c'est un revenu de plus de 30 000. Pour l'avance à l'actionnaire, ce qu'on n'a pas mentionné aussi, on a tenu compte dans le prix de vente, on a réduit le prix de vente dans le fond de l'avance à l'actionnaire pour justement avoir l'effet de l'annuler. Puis au lieu de se verser justement un dividende pour rembourser l'avance puis payer de l'argent d'impôt sur le dividende, comme ça c'est juste avantageux pour tout le monde. On a réduit le prix de vente de 70 000, puis ça va être suffisant comme ça. C'est juste qu'il aurait fallu vérifier aussi, pour faire sûr, qu'il ne faut pas qu'un avance à l'actionnaire apparaisse dans deux fins de bilan, parce que ça devient imposable dans l'année où ça a été reçu. De toute manière, donc juste faire attention, si jamais vous décidez même de vous réincorporer, de faire attention à ce niveau-là. Aussi, pour les acomptes prévisionnels, vous n'avez pas fait d'acompte prévisionnel cette année, sauf que quand on omet de faire des versements d'acompte prévisionnel, il y a des intérêts puis des pénalités à payer. Donc, c'est vraiment important de les faire. Comme là, les intérêts, c'est composé quotidiennement depuis que l'impôt aurait dû être payable. Les pénalités, c'est le calcul qui est montré là, puis aussi au Québec, il y a un intérêt supplémentaire de 10 %. Puis ces intérêts-là, ce n'est pas des intérêts qui sont déductibles au fiscal. Au sein de votre entreprise, vous avez eu une vérification de l'Agence du revenu du Canada en 2016 pour vos impôts de 2016. Cet avis de cotisation portait sur deux éléments. En fait, lorsqu'on reçoit un avis de cotisation du gouvernement, on a 90 jours suivant l'envoi postal de cet avis pour répondre, envoyer les pièces justificatives ou répondre à un avis d'opposition si on le désire. Les deux éléments de cette lettre correspondaient au terrain. Donc ici, nous avons vu que vous aviez fait une transaction avec votre entreprise, vous-même et votre entreprise, vous êtes liés, parce qu'on est lié à soi-même dans la vie. Donc vous êtes liés à vous-même et toute transaction, vente, disposition avec quelqu'un de lié à nous-mêmes se fait à la juste valeur marchande. Ici, vous avez transigé à une valeur supérieure à la juste valeur marchande. Donc vous, personnellement, vous avez eu un gain de capital basé sur le montant de 225 000 $. On peut voir que dans la compagnie, la juste valeur marchande était inférieure et vous avez décidé que en fait, selon la transaction qui a eu lieu, le coût du bien dans la compagnie était supérieur à la JVM. En fait, avec la vérification de l'ARC, ce que ça va avoir comme impact, c'est que votre coût dans l'entreprise va venir diminuer à la réelle valeur, c'est-à-dire la juste valeur marchande. Ce qui va résulter d'une double imposition au moment où vous allez vendre cet actif-là. En fait, vous avez, en 2016, été imposé personnellement sur le gain en capital. Et puisqu'on vient, dès aujourd'hui, diminuer votre coût au sein de votre entreprise, au moment où vous allez vendre ce bien-là, la tranche qui a été diminuée va être encore imposée. Donc, on n'a rien à faire là-dessus. Quand vous allez vendre, vous allez quand même être imposé dessus. Il y a une double imposition. On fait juste prêter attention pour les prochains biens. Toute transaction envers vous-même et une entreprise liée se font à la juste valeur marchande. Le deuxième point portant sur cette lettre portait sur les bonis. En fait, il va falloir aller vérifier toutes les informations supplémentaires concernant les bonis. Habituellement, les bonis sont déductibles lorsqu'il y a assez de revenus dans l'entreprise pour verser un boni. Ils sont déductibles. Il va falloir aller voir plus en profondeur. On n'avait pas assez d'éléments pour vous donner s'ils sont votre avis concernant ce point. Donc, pour conclure, on a vu avec vous l'ensemble de vos interrogations que vous vous posiez. On sait que la fiscalité, c'est vraiment complexe. On a vu comme tout en petit. On aimerait prendre un rendez-vous avec vous pour voir tout en profondeur, voir tous vos questionnements. On peut, aujourd'hui, vous l'avez vu, on a parlé de la vente d'entreprise, de votre retraite, mais aussi de votre situation actuelle à votre entreprise. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Moi, je voulais savoir pour le revenu de loyer, c'est quoi qui est mieux? C'est dans. Excusez-moi. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut prendre l'amortissement, en fait, dans le revenu de loyer, que je vais me recharger, ou sinon dans le bureau à domicile, est-ce que je peux prendre l'amortissement sur ma maison? Dans le fond, c'est possible, mais ce n'est pas recommandé. Dans le fond, si vous prenez de l'amortissement sur votre bureau, mettons à domicile, c'est encore là, ça va venir jouer pour l'exemption pour résidence principale. Puis l'exemption pour résidence principale, c'est vraiment beaucoup plus avantageux que de prendre la discussion pour amortissement durant ces périodes-là. C'est vraiment, c'est ça le gros enjeu. Mais oui, c'est possible. Au niveau de l'incorporation, est-ce que vous suggérez l'incorporation de l'entreprise dans la déclaration même du contribuable?
En fait, justement, en ce moment, si vous décidez de prendre de créer votre nouvelle entreprise, on ne recommande pas dès aujourd'hui de vous incorporer parce qu'une entreprise qui commence n'a pas beaucoup de revenus et c'est beaucoup plus simple d'avoir une entreprise individuelle. On n'a pas d'état financier à faire, on n'a pas de frais d'incorporation qui sont super élevés. En fait, l'incorporation, on y pense vraiment aussitôt que vous générez plus d'argent que vous avez vraiment besoin pour vivre. En fait, ce qu'on fait avec l'incorporation, c'est qu'on veut reporter l'imposition. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pensera à l'incorporation. Vous avez parlé impôt sur le revenu fractionné. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu c'est quoi? Mais dans le fond, l'impôt sur le revenu fractionné, c'est nouveau depuis 2018. Et dans le fond, ça s'applique sur des dividendes qui est versé justement des sociétés privées avec des membres de la famille, soit ta conjointe ou tes enfants. Il y a beaucoup de règles différentes applicables. Les enfants en bas de 18 ans, ça s'applique toujours. Après ça, il y a de 18 à 24 ans qui est une règle spéciale. Après ça, il y a une règle pour 25 ans et plus. Puis surtout, en général, il faut regarder vraiment la raisonnabilité de la chose. Si que la personne ne travaille pas dans l'entreprise, elle n'a pas investi dans l'entreprise, pourquoi elle devrait recevoir 30 000 de dividendes? C'est vraiment cet aspect-là que si c'est raisonnable selon le travail et le rendement monétaire apporté à l'entreprise ou connaissance, peu importe, ça va être raisonnable. Mais sinon, l'impôt sur le revenu fractionné, ça va avoir pour impact d'imposer le revenu au plus haut taux marginal d'imposition. Donc, le but de fractionner du revenu, c'est de sauver de l'impôt. Puis, avec cet impôt fractionné, sur le revenu fractionné-là, c'est aucunement ça qui se passe. Donc, c'est juste à faire attention pour pas que ça s'applique parce que c'est vraiment désavantageux. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir pour le calcul, quand vous avez fait le calcul d'addition pour gain de capital, quand vous avez fait le calcul pour votre test, est-ce que vous avez utilisé la juste-valeur, la valeur comptable? On a utilisé la juste-valeur marchande des actifs, oui. Okay. Ouais. Question au niveau de la répartition de prix de vente des actifs, grosso modo, sur quoi vous êtes basé là, Bien, surtout, il y a, justement, comme je l'ai mentionné, la bâtisse et le terrain, qu'on voulait réduire le plus possible la perte pour l'application de la détresse. Celle-là, on l'a appliquée. Aussi, on a regardé justement le revenu que ça faisait pour essayer d'établir pour qu'il y avait moins d'impôts à payer. Et puis, on a fait quelques tests, puis on a essayé d'arriver à la situation la plus avantageuse. Je voulais savoir aussi dans le calcul d'amortissement pour mon entreprise que je vais démarrer plus tard, pourquoi vous ne conseillez pas de prendre la déduction bonifiée sur la catégorie de fabrication? Mais tout dépend du but de l'actif. Donc, si le client prévoit de vendre dans 3 ans, c'est vraiment pas conseillé puisqu'on va prendre une récupération d'amortissement. Par contre, aussi, en première année, on a quand même des pertes d'entreprise qu'on peut reporter dans les années suivantes. Donc, on conseille de plus prendre la DPA sur plus d'années si vous voulez exploiter l'entreprise sur 10 ans, par exemple. Merci. On a parlé un peu de planification, pour aller chercher son gain en capital. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui auraient pu être faits à ce niveau-là, en termes de planification fiscale avec la société? Pour purifier l'entreprise, dans le fond? Pas nécessairement pour purifier, mais pour réaliser toute cette transaction. Pour pouvoir utiliser la DGC? Je suis pas certaine de comprendre. C'est une question qui est très large. Merci, la période de questions est maintenant terminée.